Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast d'SLV Marine. Je vous rappelle que vous pouvez nous trouver à la fois sur la chaîne YouTube ou avec notre site internet slvmarine.com. Aujourd'hui un podcast dédié à la navigation et plus particulièrement la sortie de la Méditerranée ou l'escale si on part et qu'on est parti du côté atlantique sur un tour du monde. On va parler escale à Gibraltar, donc cette sortie de Gibraltar et la descente tranquille sur les Canaries avec les expériences partagées de mon collègue Arnaud qui est à mes côtés. Tout à fait. Le passage obligatoire de Gibraltar ou de Tanger ou Algeciras, c'est la marina espagnole qui est en face de Gibraltar. Donc un passage un peu obligatoire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, quand on revient de l'Atlantique et qu'on rentre en Méditerranée ou quand on en sort. Et en même temps, c'est presque le début de l'évasion. Quand tu arrives au rocher, tu sais que c'est parti, quoi. Ça y est, t'es parti, quoi. Ou quand tu arrives au rocher, que tu reviens de la Caraïbe, tu sais que tu rentres à la maison et c'est un lieu très spécifique. C'est un peu, c'est le grand rocher de Gibraltar, quoi, qu'on le voit de loin. C'est un endroit aussi assez difficile à passer parce que beaucoup de courants, très variés et très souvent du vent. Donc ça m'est arrivé plus d'une fois d'arriver dans le détroit de Gibraltar et de me dire c'est bon, dans 3 heures on y est. Et le soir, on était encore en train de ramer, on va dire, quoi. Ah, ça arrive à tout le monde. Donc, les courants sont violents et les vents aussi. Ça dépend un peu du secteur. En général, on passe pas Gibraltar si les vents sont pas avec nous. Hein. Donc, on se met à l'abri avant. On attend que la météo tourne pour pouvoir passer, quoi. Alors, avant d'attaquer la technique sur ces sujets-là, moi, j'ai envie de dire, alors, sur la sortie de Med. Il y a 2 choses qui ont été pratiquement constantes, puisque quand on sort Gibraltar de Méditerranée, on part pour faire donc la Transat. La Transat, comme vous le savez, ça démarre en novembre à cause des cyclones avant. Et moi, à chaque fois que je suis arrivé à Gibraltar, la première, c'est tous ces cargos mouillés à l'entrée un peu partout. Et puis le brouillard. Moi, chaque fois le matin, la veille du jour. Très souvent. Et la surprise de temps en temps de voir la côte marocaine qu'on voit pas toujours, on la voit de l'autre côté. Donc c'est vrai qu'il y a un côté paysage qui est quand même... moi c'est fort en émotion Gibraltar de ça. Et puis géopolitiquement c'est quand même une enclave qui appartient aux Anglais. Oui, tout à fait. Et donc on fait pas ce qu'on veut, quoi. Et non, malheureusement, je me suis refusé une hôtesse un jour qui était lituanienne, qui arrivait de Paris et qui devait embarquer sur le bateau. Et elle n'a pas pu rentrer, elle n'avait pas de visa. Donc on a largué les amarres et on est allé se mouiller en face dans la marina espagnole pour qu'elle puisse embarquer, quoi. Voilà. Ouais, un des seuls endroits au monde où on traverse la piste d'atterrissage à pied. Tout à fait, ou en voiture. Ou en voiture. Alors, piste de l'aéroport. Ouais. Moi j'ai pas fait. Alors j'ai fait la première marina à droite en rentrant entre les 2 murs là. J'avais fait celle-là avec l'Oyster il y a pas mal d'années. Et sinon, j'ai l'habitude, quand je vais là-bas, d'aller mouiller du côté espagnol, donc tout au bout de la baie à droite, après la marina espagnole, un petit peu protégée par la digue. Toi, t'as fait quel coin, toi, quand tu as été mouillé et te balader de ce côté-là? Je suis rentré carrément dans la petite marina, qui est la marina espagnole. Ah, toi, t'as été en face, ouais. Il y en a 2, il y en a une ancienne et puis il y en a une toute neuve, maintenant, moderne, qui est magnifique d'ailleurs. C'est celle-là, okay. mais qui n'était pas trop prévue pour la taille de mon bateau. Mais on cherchait à se mettre à l'abri de toute manière et à embarquer nos passagers. Donc je suis rentré, il faisait nuit, je suis quand même rentré dans la marina, je me suis aperçu qu'il n'y avait que du tout petit bateau là-dedans. C'était avec quoi? C'était avec Koubara? Non, j'étais avec un Nautitech 82. Ouais, ça commence à faire. Et finalement, on s'est mis le long de la digue juste en rentrant. Le capitaine de port nous a acceptés et on a pu passer une bonne nuit et manger des tapas espagnols le soir même. Et c'était sympa comme tout. Ouais, alors voilà, une des choses que vous allez faire, que vous avez fait quand vous avez fait Gibraltar, c'est que, déjà, si vous êtes sorti de Méditerranée à cette période-là, il fait un petit peu meilleur.
Et puis, c'est vrai que du côté ville espagnole, on est dans de la tapas, on est dans du chuletón bien saignant. Bon. Hein, Ah ouais, non, c'est la magie de l'Espagne, ça. Hein. ouais. La jamón. Le jamón. Donc c'est vrai qu'on a assez tendance à aller plutôt manger à terre que faire des pâtes à bord. On va en manger assez pour la suite. On escale, on s'arrête à terre. On va visiter, quoi. Et puis, si vous allez donc, du côté Gibraltar, il y a l'obligation de passer par le poste de douane terrestre, parce qu'en bateau, si vous les prenez l'annexe et vous faites le tour, passez la piste et que vous allez à Gibraltar, en général, ils vous arrêtent, ils vous sifflent, ils vous disent pop, 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 pop. Il faut se déclarer, il faut faire un checking sur place. Ouais. Ensuite, rentrer le bateau dans la marina et faire les modalités de portuaire. Et puis là, on y est installé. Et après, vous avez le droit de vous balader dans la ville de Gibraltar, qui est très anglaise, avec encore les vieilles cabines, les taxis qui vont bien, les pubs en veux-tu en voilà. Et la dernière attraction fabuleuse, c'est le Grand Rocher, parce que quand on passe là-bas, on monte sur le rocher. Et ce rocher, il est couvert de singes, il y en a partout. Pas très sympa, certains. Ouais, c'est du macaque, quoi. mais on en a vraiment un paquet, donc on y va, on va les voir, et on regarde le panorama tout en haut, et c'est assez magique à voir, quand même. Un petit coup de téléphérique, c'est vrai que c'est quand même plaisant. Puis c'est détaxé, Gibraltar. Ouais, c'est détaxé, donc le gasoil est moins cher. Tu peux le faire en partant sans avoir fait la clearance, hein, si tu t'arrêtes juste pour faire le gasoil et repartir. Mais moi, je me rappelle avoir eu besoin d'un ordinateur pour pouvoir... C'était les débuts, là, on commençait, alors pour pas le nommer, c'était OpenCPN, le logiciel gratuit sur ordinateur. On avait les cartes, les CM93, là. Et j'avais flambé mon ordi, je sais plus où d'ailleurs, et j'avais acheté un nouvel ordi à Gibraltar, parce que forcément, hors taxe, ça valait le coup. Et puis, c'est pas là où je fais mon dernier avitaillement. En général, je le fais aux Canaries, parce que on a... Avant l'Atlantique. Ouais, avant l'Atlantique, où on achète des cuisses de jambon complètes. Hein, ah bah là, ouais, là c'est top. Alors, du côté réparation sur Gibraltar, côté anglais, il y a un très bon ship chandler qui est dans la marina. Tout à fait. Vous allez trouver à peu près tout ce que vous voulez. Et côté espagnol, on reste encore, on a du Home Depot, on a toutes ces grandes surfaces où on peut encore trouver de la quincaillerie, une visseuse, des choses comme ça. Pas vraiment de chip, enfin il y a un petit chip chandler en face de la marina, mais c'est pas trop ça. Par contre, celui de Gibraltar, il est bien achalandé, quoi. Et ils ont l'habitude de voir passer du bateau et qui a besoin en général de pièces, si ce n'est en arrivant de l'Atlantique ou en partant. Du coup, celui-ci spécifiquement, il a vraiment un super gros achalandage. Ouais. Alors moi, vous vous rappelez, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai mon safran qui avait pété et donc j'étais obligé de le démonter. On l'avait ouvert en deux et fait la réparation. La mèche avait lâché, enfin les travers de la mèche. Et donc on avait traversé la baie sur une marina qui est de l'autre côté où il y a un chantier. Il nous avait sorti à un tarif vraiment compétitif. Et là, si vous avez besoin de faire de la soudure ou de la réparation, on avait trouvé une équipe qui était très très technique. Ils avaient sorti, vous avez les images hein, sur la chaîne YouTube, mais ils avaient sorti le Sunkiss 47 comme une fleur. Le mec nous avait refait la mèche de safran, etc. Et elle a tenu jusqu'à la fin du bateau qu'ils ont malheureusement mis en épave. Ouais, dommage, ouais. Dommage, mais cette finalité. Mais il y a quand même de quoi faire une escale technique qui est assez sympathique. Et puis après, c'est le jour du grand départ. Ouais. Alors là, on s'en va, toujours un petit peu avec un nœud bien vissé dans l'estomac, parce que c'est les grands départs. On sait qu'on va faire pas mal de jours en mer. Quoique on a les Canaries quand même avant, ou le Cap-Vert avant de vraiment tracer. Pour certains, ils ne s'y arrêtent pas, d'autres s'y arrêtent. Mais ouais, c'est toujours un départ un petit peu vissant, on va dire. Et puis là, on rentre dans l'Atlantique, on rentre dans les grandes mers, dans un océan, et donc c'est plus la même musique, c'est plus la Méditerranée, donc c'est de la grande vague, des vents aussi qui poussent pas mal dans ces coins-là. J'ai souvenir d'avoir descendu Gibraltar, les Canaries avec le 82, on surfait à 26 nœuds sur la vague.
Donc on avait mis 3 jours pour arriver aux Canaries, donc c'était pas mal du tout. Et puis on a fait une escale à Gran Canaria, comme beaucoup le font pour des gros bateaux, puisque c'est le seul endroit où il y a vraiment de la place. Enfin voilà, c'est toujours c'est la porte de la liberté quelque part, Ouais, la sortie de Gibraltar. moi j'ai un record de 79 heures Gibraltar, Marina Rubicon, Lanzarote avec je me rappelle plus, c'était le Swan ou l'Oyster. On était à deux, j'étais juste avec mon hôtesse. Mais avant d'attaquer l'Atlantique, il faut quand même dire que là, il y a les comptes et les recomptes de comment on négocie ce chenal. Parce que l'équipage en général, quand il part, lui, il se dit ouais, c'est magnifique, on a le Maroc de l'autre côté, on a les deux continents qui sont là. Il regarde un peu. Le capitaine, il a un autre stress, c'est qu'il lui, il se dit putain, pardon, excusez mon français, mais j'ai prévu d'être à 17h à la pointe là-bas et d'attaquer l'Atlantique. T'es parti tôt le matin, et puis finalement, tu te rends compte que ça va pas se passer comme ça, quoi. Ouais. Gros courant, ça c'est permanent. En temps de guerre, ils faisaient passer les sous-marins dans les courants, moteur arrêté pour pas les voir. Ça pousse à fond, ça pousse dans deux sens. En général, il y a 2 trames de courant qui rentrent ou qui sortent de Méditerranée suivant la marée. Et après, il y a les retours, les jetties qui viennent courir autour. Donc, on se retrouve des fois avec 3 nœuds en pleine gueule, sans savoir vraiment pourquoi. Et puis on fait un mille à tribord et là, pouf, on est poussé par 3 ou 4 nœuds. Donc il faut évidemment prendre ses courants, ses tables de courant. Je crois que tu as un bon site pour ça. Ouais, de ceux qui ont pris les vidéos techniques, il y a une météorologie européenne, alors j'ai plus le nom là, mais si vous prenez les vidéos techniques, vous l'aurez, qui donne les courants vrais à 3 heures. Mais vraiment un timing, moi, la dernière sortie que j'ai fait, j'avais mis 2 heures au bateau qui m'accompagnait, et à 10 minutes près, ils ont les bascules, et c'est hyper bien spécifié. Mais bon, on a tous... Enfin, quand on sort de là, on se dit je vais longer, puis je vais couper le rail à tel endroit, je vais aller jusqu'à la pointe de Tarifa. Ça se passe jamais comme ça. Oui, enfin, ça dépend un peu de l'itinéraire qu'on a, quoi. Mais généralement, moi, en venant de l'Atlantique, je rentrais en faisant ce qu'on appelle du ras-caillou, en longeant la côte, pour éviter de me prendre des courants de face. Et à un moment donné, tu es obligé quand même de rentrer dedans, donc tu y vas. Mais c'était ma technique à l'ancienne, je dirais, quoi. De raser les côtes. Et quand on rase les côtes, on a très souvent beaucoup moins de courant que dans la passe en elle-même, quoi. Ouais, moi, la dernière rentrée que j'ai faite, c'était avec Sol. J'arrivais de Bretagne et on a carburé à 17 nœuds tout le long. Ouais. J'avais 10 nœuds qui me poussaient. Et d'ailleurs, comme quoi, c'est des gros courants. Et d'ailleurs, c'était pas plaisant parce que j'avais une barre molle, parce que ça poussait tellement que je me disais putain, mais c'est pas moi qui suis. On a fait les pointes à 17 nœuds, 13 nœuds, 15 nœuds, et puis des mois tu redescends à 8, mais c'était monstrueux. J'ai un gros souvenir, vous l'avez en vidéo sur la chaîne YouTube, on avait traversé le chenal à une vitesse absolue, et j'ai eu une traversée dans l'autre sens où le GPS faisait marche arrière. Donc j'étais toute voile dehors et je faisais du négatif. Tout à fait. Donc, à savoir que avant Gibraltar, si vous sortez de la Méditerranée et que la météo n'est pas favorable au passage du Gibraltar, vous avez plein de marinas de Malaga à Porto Banhus, où vous pouvez faire un stand-by et attendre que la météo s'arrange. De l'autre côté, moins du côté Maroc, puisque on a une enclave qui s'appelle Ceuta, espagnol en plein milieu, où il y a un petit port, mais enfin c'est plus port de pêche qu'autre chose, alors que du côté espagnol, là vous avez des vrais marinas et vous pouvez faire un stand-by et vous mettre à l'abri. Quand on parle de Gibraltar, souvent les gens font tous escale à Gibraltar. Sachez quand même qu'en face il y a Tanger, et Tanger aujourd'hui a mis en place une marina impeccable, neuve, 5 star, avec carte électronique de passerelle, avec tout est neuf, c'est grand, il y a de la place et c'est pas cher. Ouais, d'ailleurs, si vous avez suivi les vidéos, pareil, je m'étais arrêté là-bas avec Libre, on s'est arrêté avec Gilles, et un peu strict, j'ai envie de dire, parce que c'est géré à
à la marocaine, quoi. Hein, donc ils font vraiment attention. Ils donnent que une carte ou 2 cartes pour le bateau. Donc quand vous êtes 8, je vous dis pas le truc. Mais par contre, le standing de la marina est vraiment impeccable, quoi. Ouais, puis on est en pleine ville. Ouais, ça c'est génial. Et puis, question course, vous avez la Médina pas loin, où c'est le marché local, où vous trouvez vraiment de tout en veggie, en loukoum, enfin un peu de tout. On s'était fait recharger les bouteilles de gaz. On trouve un peu de tout, puis il y a des vrais supermarchés aussi. Hein. Il y a même les boulangeries chez Paul qui sont sur la marina de Tanger, quoi. Et à la sortie, là, en croisant la 2 fois 2 voies qui est à la sortie de la marina, il y avait un petit restaurant qui faisait du couscous tous les jeudis, là, vraiment pas cher, un délice, des tagines, on allait dans la Médina manger, boire des thés, c'est vrai que c'est... Et puis, t'es sorti d'Europe. Ah oui, il y a un autre parfum, là. Ouais, il y a un autre parfum, il y a des épices, c'est une autre culture, c'est une autre nourriture. T'es déjà parti, quoi, t'es dans le voyage, quoi. Hein, bon, attention, c'est Tanger. Tanger, c'est une ville... côtière où il y a énormément de passages entre bord à bord, donc énormément d'échanges de marchandises et tout ça. Donc c'est un port commercial avant tout. C'est pas une ville agréable à faire tous les jours comme en tourisme, comme on pourrait aller à Casa ou à Rabat ou Marrakech ou Fès ou Marrakech. Là, c'est Tanger, quoi. Hein, donc il y a de tout, il y a de boire à manger, donc il faut faire un petit peu gaffe aussi, parce qu'il y a des petits requins tout autour et qui vous cherchent et qui vous traquent et qui essayent de vous prendre le moindre billet possible. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que si tu as un créneau météo qui s'étale sur 2-3 jours, tu as déjà fait un bout dans le chenal, tu t'es rapproché de la sortie, donc c'est vrai que ça permet après de raccourcir le... Tout à fait, donc le départ de Tanger du détroit est très court. Et on se casse vite du détroit par Tanger. Hein, donc techniquement, c'est valable. C'est valable. Et puis après, très rapidement, t'as vécu ça comme moi. Alors moi, souvent la sortie, ça se fait de nuit. Hein, tu commences et là, t'as les vents chauds de la côte avec le sable qui arrive, et tu dis ça y est. Je suis sorti du froid, quoi. Ça y est. Alors, tu mets pas encore les shorts, hein, faut pas exagérer, mais ça sent déjà le. On commence à mettre les shorts aux Canaries. Ouais. Et puis les lumières de la ville s'éteignent, on perd la trace de la terre à l'horizon, hein, et puis c'est parti là. Et c'est parti, c'est la grande cavalcade. En général, à la belle saison, hein, quand on part sur la Caraïbe, c'est après la saison cyclonique. Et là, la descente, elle se fait 3/4 arrière plein pot, avec une belle vague, des beaux surfs, et c'est un départ tout feu tout flamme, quoi. Ouais, et puis des bonnes pêches. Moi, je me rappelle que ça commence à taper, quoi. Hein, les premières dorades sont là, donc il y a une vraie joie, hein, dans ce petit bout là. Alors moi j'ai rarement fait j'ai fait une fois un Grand Canaria direct, mais j'ai souvent fait Lanzarote ou la petite île d'avant, juste avant Lanzarote, là où on peut mouiller le long du volcan. Et cette arrivée sur les Canaries, c'est pareil, c'est des îles désertiques, c'est chaud, moi j'adore, hein, Ah ouais, c'est chouette. Ouais, et puis c'est la petite escale à pas louper, quoi. Ouais, ça où on descend après sur le Cap-Vert, mais bon, au Grand Canaria, il y a vraiment tout, il y a les chips, il y a tout. Si vous avez besoin de réparer un petit peu, c'est là que ça se passe. Les derniers avitaillements se font là, et puis après c'est la grande traversée, quoi. Ouais, alors quand on court, c'est vrai que c'est plutôt un Grand Canaria direct. Quand on a du temps, qu'on est parti, tu vois, fin septembre ou mi-octobre, et qu'on sait qu'on va pas faire la transat avant novembre, on sait qu'on a un mois sur les Canaries. Donc moi, je faisais souvent, c'était en Lanzarote, on allait sur l'île Fuerteventura qui est juste à côté, où il y a une plage de sable blanc immense avec des dunes de désert, se balader le long, et puis après on faisait la petite traversée jusqu'à Grand Canaria. Alors Grand Canaria, déjà il y a un mouillage qui est pratiquement gratuit dans ce qu'ils appellent le fondeo à l'entrée de la marina, hein, où ils te prennent, je sais plus combien c'est 5 balles par jour, ils te récupèrent les poubelles, tu peux aller faire de l'eau au quai, donc c'est sympa, ils te gardent ton annexe. Et puis, il y a le Sailor Bar, où là, tous les mecs qui sont prêts à traverser se retrouvent quand même. Hein, ah oui, c'est toujours l'endroit de passage un peu obligatoire. On va boire un petit coup avec les marins, on rencontre pas mal
de gens qui arrivent, qui partent, et c'est toujours bien d'échanger nos expériences sur un avant-départ, je dirais. Et donc c'est le lieu ultime, le bar des marins, le Sailor Bar, et on fait tous un petit arrêt là, quoi. Voilà. Ouais. Et donc ce Sailor Bar, dans cette rue-là, vous avez Perkins, vous avez une voilerie qui est très très bonne d'ailleurs, qui est sur la fin de la jetée. Vous avez grosso modo à Gran Canaria de quoi réparer tout ce que vous voulez avant de partir. Ouais, tout à fait. Tu as ton canevas qui est pas là, il y a un mec qui l'a refait, tu as un voileux qui l'a refait. Tu vois, je veux dire, et puis c'est pareil, les Canaries, c'est une TVA qui est très basse, donc les prix sont vraiment attractifs. Donc on part avec un bateau qui est en bon état, on se dit pas je vais faire mes derniers travaux à Gran Canaria. Mais c'est vrai que si tu as un petit pépin ou un gros pépin, t'as pas à t'inquiéter, t'es pas perdu sur une île au milieu. C'est pas le Cap-Vert, quoi. Non. Parce que là, le Cap-Vert, c'est autre chose. Ah, le Cap-Vert, c'est déjà l'aventure. Là, c'est l'Afrique, là. Là, on n'y est plus, quoi. Donc, pour ceux qui partent et on a souvent un petit peu ce truc de traîner un peu le long de la côte espagnole avant d'aller à Gibraltar, et puis pas trop. Vraiment, moi, je trouve que le voyage, pour moi, commence sur ces deux escales-là, quoi. Gibraltar, les Canaries, c'est vraiment le point. C'est quelque chose de fort, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un endroit où je suis passé souvent, et je m'en suis fait pas mal d'amis là-bas d'ailleurs. Et puis vous avez des super restos avant de partir, c'est toujours sympa de se faire une bonne bouffe, quoi. Hein. Allez, alors un petit mauvais souvenir sur Gibraltar. Moi j'en ai un très mauvais, donc je vais pouvoir le dire en dernier. Mais toi, t'as un mauvais souvenir sur le passage Gibraltar? Non, j'ai pas de mauvais souvenirs parce que c'est toujours une super escale. Que tu arrives de l'Atlantique et puis tu arrives là, tu sais que tu as tes potes qui vont arriver, qui vont faire la dernière partie du voyage avec toi, parce que tu reviens de loin et que c'est l'arrivée, tu sais, c'est la porte de la Méditerranée, c'est la porte de l'arrivée quelque part, donc c'est toujours envoûtant d'arriver sur Gibraltar. Oui, t'es jamais arrivé de pépin dans le chenal, un truc qui est inattendu, un cargo qui t'a pas laissé la priorité. Ah si, ouais, ça, oui, tu les évites. Enfin, il faut faire gaffe d'ailleurs. Hein. Il y a un paquet de cargos qui traversent là. De nuit, les arrivées, il faut vraiment être en watch permanente parce que c'est risqué. Ça, on le sait. Donc faire super gaffe. Non, j'ai pas eu de mauvaises aventures, si ce n'est que des grands vents et très forts. Et un jour, en repartant ce coup-ci de Gibraltar vers la Méditerranée, et là j'ai pris 50 nœuds devant dans le cul, et là on filait, mon gars, on faisait du entre 20 et 30 nœuds en permanence. Donc là ça vraiment ça commence à filait. parler. Et on avait embarqué à bord un copain, Joe, qui venait de Paris et qui lui avait pas foutu son cul sur un bateau depuis un moment. Et donc quand il est arrivé, nous on revenait de l'Atlantique, donc on était aguerris, si tu veux, on était marinisés à bloc, et que 50 nœuds, on s'en foutait, quoi. C'était tant mieux, ça faisait bien marcher le bateau, et on était très contents que ça avance bien. D'ailleurs, on avait mis un record pour arriver à Malte incroyable. Et notre pote qui était là, qui venait d'arriver quand on est parti et qu'on a mis les voiles et qu'on a bombardé, lui était vraiment pas tranquille. Il a noué les poissons? Non, même pas, mais il n'arrivait pas à dormir et il vient me voir en cosmonaute, habillé de veste de quart jaune fluo et tout ça, et il me dit, les qui sifflent, ça va vraiment être dur de dormir dans ces conditions. Et je le voyais très stressé, et je lui dis, écoute Joe, tu sais ce que tu fais, enlève ta veste, puis tu fais un jogging autour du roof, parce que le bateau était assez grand. Et à 50 nœuds, le mec est parti et a commencé à faire un jogging. Il tournait autour du cockpit et il se relaxait, quoi, parce qu'il était quand même dans une phase un peu stress, quoi. Et puis il s'est calmé, et puis quand il a vu que nous on rigolait, on avait une bière à la main, et puis on fonçait, on était content de foncer, parce qu'on avait un timing à tenir, et puis quand on livrait un bateau en Grèce, donc il fallait qu'on cravache, et que quand t'as 50 nœuds, bah tu cravaches. Donc plus tu cravaches sur l'eau, plus tu as un temps d'escale intéressant qui se rallonge sur Malte, par exemple. L'escale après Gibraltar, c'était Malte. Et c'est toujours sympa de faire ça. Voilà. Alors moi, pas la même. Premier bateau, donc j'avais un ketch en acier qui faisait 18 tonnes le machin.
que j'avais chargé ras la gueule. Et donc un Perkins 4108. Donc autant te dire qu'il avançait pas, hein, c'est pas la peine de Perkins dans les courants de Gibraltar, c'était rien. Donc avec moi pas de pilote, donc avec mon équipière Sophie à l'époque, on se dit bon ben c'est pas dur, on va prendre un bon créneau météo au vent qui pousse bien et puis on sort au vent et il n'y a pas de problème. Et donc on prend Gibraltar, on commence à sortir et puis tout d'un coup je vois Sophie qui remonte du carré et qui me dit Steph putain ça sent le brûlé. Je dis quoi? Prends la barre. Donc là elle prend la barre, je descends. Et là, tu sais, cette odeur de bakélite brûlée, du plastique. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, donc ça, je vous le dis pour tous vos bateaux pour la suite, j'avais un windlass, un guindeau avec un bouton à pied. C'est court. Et le sel, il n'était pas étanche, c'était mis dessous. Donc, c'est 2 petites pastilles, hein, dès qu'il y a un contact entre les deux, ça démarre. Le winch a démarré tout seul, heureusement je ne l'avais pas serré comme un moulet, mais bon, 400 ampères ou 300 ampères qui tournent, ça m'a fait brûler le coupe-circuit en bakélite. Et là, quand dans Gibraltar, avec un bateau qui fait 18 tonnes, qui avance pas, que tu es en bas en train de te faire rouler la huche dans les odeurs de gasoil et de bakélite pour aller couper tout ça, et puis comme je suis électricien de métier, j'ai réparé sur place. Ouais. Donc je suis monté 3 fois nourrir les poissons. Pendant ce temps-là, elle était là-bas, mais ça va, putain. Bon, bref, les premières expériences, et c'est là qu'un me dit Steph, j'ai un problème, le GPS il nous dit qu'on recule. Il me fait pas chier avec ton GPS, bordel. Bref. Donc, on a réparé l'histoire, je suis remonté, j'étais blanc, livide, j'avais été passé par toutes les couleurs du baromètre. Bref, on a réparé, on n'a pas cramé le guindeau, ce qui est une bonne chose. Les câbles n'avaient pas chauffé. Et donc, j'ai cramé le relais quand même. Hein. Et donc, logique. Donc, je m'en étais pas rendu compte. Quand on arrivait aux Canaries, on mouille, le relais en descente marchait, puisque c'est celui de montée hein, qui s'était mis en marche. Quand j'ai voulu lever l'ancre, je me suis retrouvé avec 40 mètres de chaîne au fond et plus de relais pour monter l'ancre. Bref, voilà, dommage. On était au bon endroit, on a pris ça avec le sourire. Et ça, c'était ma première sortie de Gibraltar, donc elle n'avait pas été rigolote, quoi. Meilleur souvenir sur Gibraltar? J'en ai eu beaucoup. Déjà, ma première transat quand j'avais 19 ans, c'était le premier passage là-bas. Donc, pour moi, c'était des grands yeux. Waouh, qu'est-ce que c'est chouette, quoi, tu vois, d'arriver, c'est encore une fois, c'est la porte de rentrer en Méditerranée, donc t'étais vraiment content d'arriver là. Et puis, depuis 3 semaines sur l'eau, quand tu touches un port, c'est toujours appréciable. Donc, on salive avant d'y arriver, on boit un petit coup avant d'arriver en se disant, putain, ça va être chouette, quoi. Voilà, c'était pour moi la première transat, donc ça a marqué ma vie, ce passage mythique, quoi. Voilà. Et Arnaud qui fait, comme vous pouvez le constater, les choses à l'envers. Pour tout le monde, Gibraltar, c'est le départ. Lui, il a fait une transat en premier, pas de longeage de côte, hein, il m'a raconté l'histoire. On regarde ça pour un autre podcast, mais lui, il a attaqué par une transat. Donc, il s'est tapé 3 semaines de mer et il est arrivé à Gibraltar, c'est sa première arrivée sur la Terre. Alors que nous, en général, où on part le long des côtes, ou en Méditerranée ou en Atlantique, on s'arrête là et on se dit on va partir, on se dit bon, comment ça va être quand je vais plus voir la Terre? Lui, il est parti directement, il n'allait plus voir la Terre. Le lendemain, il n'était plus là. Ouais, puis on avait fait une transat sans stop. Donc de Martinique direct. Gardez ça pour notre podcast. Et c'était chouette. C'était chouette, ouais. Hier, il m'a raconté les petits moments. J'avais le bouquin de Moitessier à ce moment-là, j'avais 19 ans, et je lisais La Longue Route, et je crois que c'est ce qui m'a déclenché ma vie de marin, quoi. Ça a été vraiment une découverte, ça a été... d'ailleurs, après cette expérience, parce que là, j'étais pas titulaire à l'époque, on appelait ça un BPPV. Ouais, après, ça s'est transformé en capitaine. Mais j'avais pas ces titres-là. J'avais essayé de faire une transat, voilà. Et effectivement, quand je suis arrivé au bout, j'ai dit c'est exactement ce que j'ai envie de faire, la liberté, quoi. Ouais. Donc, j'ai passé dans les années qui ont suivi mes diplômes et j'en ai fait ma vie. Voilà. Et moi, donc tu vois, c'était ma première sortie, pareil, hein, c'était sur Ortus. On était sortis trop tard de Méditerranée, tu vois, je savais pas à l'époque, et on a passé Gibraltar en décembre.
Et on s'est fait branler la gueule vraiment tout le long. Et je m'étais dit, moi, si c'est ça la voile, pareil, j'ai pas de diplôme, si c'est ça la voile, ça va pas me plaire. C'est pas comme ça que je vais partir. Et je me rappelle, j'avais dit à Sophie, quand on va aux Canaries, mais si jusqu'aux Canaries, on se fait secouer comme on s'est fait secouer avant, parce que Méditerranée, tu sais ce que c'est. Je dis, et moi, ça a été la sortie en urgence comme ça. Et puis après, dès qu'on a commencé à prendre le large, et là, tu dis, ah ouais, c'est ça, quoi. C'est la grandeur. C'est la grandeur, quoi. Et puis, ce côté, tu redeviens très humble parce que il était gros, le 44 pieds ok. Ouais. Mais là, il était tout petit. Hein. Un bouchon dans l'eau. Un bouchon dans l'eau, quoi. Donc voilà, les amis, c'était pour vous faire partager, je pense, un petit peu ce désir de partir à l'aventure, cette porte, hein, comme tu dis, sur la Méditerranée. Sur la Méditerranée, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Embarquer le bouquin de Moitessier, ou celui-là ou un autre. Sur un premier voyage, c'est un bouquin mythique qu'il faut absolument avoir. Ouais. La longue route de Moitessier. De Moitessier, ouais. Ouais. Tu savais que, alors, j'ai lu ça, qu'il a donné les droits au Vatican. Ah bon. Ouais. Donc il était tellement dans le puisque bon, tu connais l'histoire, hein, il a fait demi-tour en pleine. Il n'a pas fait demi-tour, il a continué la route. Ouais, il a continué la route, mais il n'a pas fini la course, quoi. Et voilà, il faisait une course autour du monde en solitaire sur Joshua, qui était un petit voilier en acier qui avançait pas des masses. Ouais, c'était les débuts. Et du coup, il a fait son tour du monde. Et puis, au moment où il devait remonter, il était en tête en plus. Ouais, c'est ça surtout. Il aurait pu gagner, remonter. Et puis, il a dit non. La société, non, là, je suis bien là où je suis. En Polynésie. Et il a continué tout droit. Il a refait un demi-tour du monde et il s'est arrêté en Polynésie. Et la suite, vous la connaissez. Hein. Et moi, c'était un Joshua, mon catch, le fameux. D'accord. C'était un Joshua. C'était le bateau de Moitessier. Et comme il était sur ce refus de la société, etc., il a décidé de ne pas faire. C'était pas un but lucratif, son bouquin. Donc, apparemment, il en aurait donné les droits au Vatican. À vérifier, mais j'en suis pratiquement certain. Et c'est vrai que ce bouquin-là, je pense qu'il nous a tous. Il nous a tous marqués, on l'a tous lu un jour ou l'autre. Quand même. Ouais, c'est cette notion cette vision de la liberté. Tu vois, je savais pas que t'étais. C'est pareil, c'est cette notion de la liberté qui m'a fait à un moment donné me dire. Bon, c'est bien beau les bagnoles et les embouteillages, mais je vais pas vivre ça pendant 40 ans, quoi. Exactement. Bon, sur ces belles paroles, messieurs, je ne sais pas si vous êtes dans les embouteillages sur Paris, à Marseille ou à Lyon, mais on vous souhaite une bonne fin de semaine, de nous suivre. Hein. Vous pouvez, comme je vous le rappelle, nous suivre et sur les vidéos de la chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre sur le site internet. Et Arnaud vous a préparé une petite surprise. Tu as passé un petit coup de téléphone tout à l'heure. Ouais, c'est pas encore confirmé, mais on refait le prochain podcast avec Gilles Lamiré, qui est sur un multi de 50 pieds sur la route qui est en préparation à J-100 de la route du Rhum. C'est un coureur professionnel que tout le monde maintenant connaît. Il a gagné quelques courses avec Yvan Bourgnon et donc il se place en généralement assez bien. Et donc on va l'avoir, je pense, sur un podcast, le prochain podcast. Voilà, donc on va essayer pour vous de réactiver un petit peu nos connexions et je vais pas dire chaque semaine, mais on va essayer de temps en temps à se connecter avec un de ces grands navigateurs. On essaiera de ne pas trop poser des questions de journalistes. Hein. Non, on va poser des questions de marins, on se connaît déjà, on sait ce qu'on a fait, où on en est, et on discute comme des bons marins, quoi. Donc c'est assez intéressant comme discussion d'ailleurs, parce que Gilles, je ne l'ai pas vu depuis au moins 15 ans, hein, peut-être un peu plus. On avait commencé notre carrière ensemble, et puis lui a pris la direction de la course, il en a chié. Il a eu un parcours hyper atypique, mais aujourd'hui il est parmi les meilleurs coureurs du monde, donc fabuleux. Et puis moi, j'ai pris la direction charter, maintenance, refit, et puis j'ai surtout pris la direction des tropiques, alors que lui est en Bretagne. Merci à tous et à toutes. On vous souhaite de nous suivre. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.